12 000 hommes et chevaux lancés au triple galop, la plus grande charge de cavalerie de tous les temps. Menés par Murat, ils sabrent à l'aller et au retour les 2 divisions russes engagées par Bennigsen. Leur sacrifice, ce jour d'hiver 1807, marquera à jamais le nom d'Eylau. Parmi ces braves se trouve un homme. Enfant trouvé, il a été de toutes les batailles et de toutes les campagnes, de l'Égypte à la Volga, des plaines d'Italie aux forêts d'Autriche. Alors que la mêlée fait rage, un violent coup à la tête lui fait perdre l'équilibre et tomber dans le sol enneigé. Inconscient, il est tenu pour mort et déclaré comme tel. Pour tous, le colonel Chabert n'est plus. Enfoui sous un monceau de cadavres, il est pourtant resté en vie. 9 ans plus tard, c'est un homme en guenilles qui se présente devant l'avoué d'Herville à Paris. Pauvre comme Job, il a perdu famille, fortune, honneur et jusqu'à sa vie. Car ce que l'État a donné, il peut aussi le reprendre. Enterré sous des morts, et maintenant sous des vivants, sous des actes, sous des faits, sous la société tout entière, qui veut le faire rentrer sous terre. Mais il se rebelle. À celui qui n'a plus rien, la justice est son seul bien. Chabert réclame un procès. Cette politesse des gens de robe sera son ultime recours. Sa logique est implacable autant qu'elle est juste. Désormais, que pourrait-il bien perdre ? Monsieur le Président, Madame la professeure, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les secrétaires, Mesdames et Messieurs. Les faits vous ont été maintes fois rappelés. Souffrez qu'ils vous soient désormais épargnés. À dire vrai, ils importent bien peu. Ce qui compte ici se résume en une phrase. Après avoir obtenu le succès de son pourvoi, le requérant a été condamné par le juge de renvoi à une peine plus lourde encore que celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée. Nul besoin de convoquer devant vous les mânes d'Antigone et d'Ismène, car que l'on soit profane ou averti, le doute assaille aussitôt l'esprit. Est-il normal de gagner pour mieux perdre ? Faut-il accepter l'aléa judiciaire et avec lui le risque de perdre plus que son seul recours ? La question est d'autant plus vive qu'elle porte sur la matière pénale, siège des peines privatives de liberté. Le prisonnier se trouve face à son dilemme, accepter une peine illégale ou la contester avec le risque que son sort soit aggravé. La banderille en main, il pourrait renoncer à porter le coup fatal à la décision qui le malmène. À l'étage du dessous, la question ne se pose pas. La Cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver la peine prononcée en première instance. Cette cuisine juridique a son propre latin. C'est l'interdiction de la reformatio in pejus. Son esprit est pragmatique. Si l'on veut que la jurisprudence pénale soit harmonisée, il ne faut dissuader personne d'interjeter appel. Et qu'importe si le ministère public fait toujours appel incident dans la roue du prévenu, rendant inopérant le dit principe. S'appuyant sur un avis du Conseil d'État vieux de 2 siècles, certains seraient tentés de l'appliquer au pourvoi en cassation, alors même que l'arrêt cassé est censé ne plus exister. Seul le droit peut envisager de telles fictions. Il vous appartient de dire si les dispositions de l'article 609 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent l'aggravation du sort du prévenu par la Cour d'appel de renvoi sur son seul pourvoi, méconnaissent les droits et libertés que la Constitution garantit. À celui qui se jette à corps perdu dans sa cause, aussi noble soit-elle, faudrait-il accorder un filet ? Le choix du risque d'une part, le poids de l'aléa d'autre part. Remettre son sort à autrui est un pari, une mise sur son avenir, une hypothèque sur son passé. Mais quand c'est à la justice de trancher selon ses règles, selon ses vœux, c'est bien plus qu'une livre de chair que vous pourrez devoir sacrifier. Les règles du jeu d'abord, l'espérance du gain ensuite. Vous avez jugé que le pourvoi en cassation constitue une garantie fondamentale. À ce titre, il ne doit souffrir d'aucune atteinte substantielle. C'est là tout l'enjeu du droit au recours effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. À condition d'être accueilli, il permet à chacun d'être rejugé devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision annulée. Il est donc une voie d'annulation et non de réformation. Sa logique est objective, quand demeure subjective celle des juges du fond.
Siégeant ainsi au sommet des nuées, il ne saurait porter atteinte aux intérêts du justiciable. Mais le prévenu est-il assuré que du passé, le juge de renvoi fera table rase, que la sanction annulée ne sera pas comme une ombre portée sur son office ? Certes, la Cour de cassation impose le dépaysement par principe. Se réclamant des lois romaines et des parlements d'Ancien Régime, elle a estimé que ce principe était nécessaire à l'indépendance du juge et à la dignité de la justice. Si votre conseil était à Strasbourg, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme suffirait à fonder cette solution. Mais ce bel édifice menace ruine, car la loi permet le renvoi devant la même cour d'appel, à condition qu'elle soit autrement composée. Si aucun des premiers magistrats ne peut y siéger, le ministère public, lui, peut déroger à cette règle et requérir la même peine, sinon une autre, plus sévère. N'est-ce pas là le prix à payer pour avoir osé se rebeller ? En l'occurrence, la même cour d'appel a été saisie et la peine prononcée a été aggravée. Si l'impartialité se doit d'être présumée, le doute dans l'esprit du condamné, lui, est instillé. Après tout, n'est-il pas dit que le renvoi au même juge augmente le risque d'une résistance à la doctrine de cassation ? Dans l'esprit du justiciable, ce doute insidieux et indicible se transforme alors en une crainte dévorante qui finit par s'étouffer dans un renoncement funeste. Car le droit à un recours effectif s'apprécie concrètement. Et c'est à l'aune de l'espérance du gain retiré qu'il doit être examiné. Cette espérance, c'est d'abord celle de l'adoption d'une loi pénale plus douce en cours d'instance. Vous avez donné valeur constitutionnelle à cette rétroactivité de Misius, et celle-ci peut recevoir application jusque devant le juge de renvoi. Mais cette contrepartie du risque ne devrait suffire. Le pourvoi en cassation doit garantir, en cas de succès, l'exécution des décisions rendues au terme de celui-ci. Il doit apporter un remède au grief et permettre ainsi l'annulation de la mesure contestée. Poussons le raisonnement plus avant. Revêt-il ces qualités s'il peut en définitive nuire au requérant ? Il est vrai que nul ne se pourvoit contre son propre intérêt. Dans cet esprit, le relevé d'office d'un moyen d'ordre public est une simple faculté pour le juge pénal de cassation. Dès lors, la possibilité d'aggravation de la peine par le juge de renvoi sur le seul pourvoi du prévenu paraît vider de toute efficacité le pourvoi en cassation. Car c'est sa réussite même qui entraîne l'aggravation du sort du prévenu. À quoi bon avoir raison si cela conduit à être en tort ? Qui accepterait d'être le roi d'un amas de cendres ? À tous ceux qui le félicitaient d'avoir battu les Romains au prix de lourdes pertes, Pyrrhus leur répondit : « Encore une victoire comme celle-là, et nous sommes perdus. » Pour séduisante qu'elle soit, cette logique passe-t-elle le tamis juridique ? Pour la Cour européenne des droits de l'homme, l'effectivité d'un recours ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable. Seule doit être prise en compte la capacité du pourvoi à annuler la mesure contestée. Et sur ce point, il remplit parfaitement son cahier des charges. Fondée sur des principes analogues, votre jurisprudence devrait-elle s'en distinguer ? Le tableau dressé en est d'autant plus cruel qu'il se double d'une ironie mordante. Car cette limitation de la peine, le Code de procédure pénale l'accorde pourtant à celui des condamnés qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel le juge de cassation a exceptionnellement étendu les vertus de l'annulation. C'est celui qui n'a pas formé de recours qui obtient la limitation de sa peine. C'est celui qui n'a pas pris de risque qui en tire pourtant les fruits. C'est enfin celui qui ne s'est pas rebellé contre son sort, à qui l'on accorde la bénédiction du juge. Voilà qui est bien singulier. Car ce recours, ce pourvoi, ne saurait être soumis au hasard. Dieu ne joue pas au dé, encore moins avec la vie de ses ouailles. Comment, alors, expliquer le poids de l'aléa ? Le sort qui vous emporte, il faut le porter courageusement, disait Sophocle. Mais faut-il pour autant s'y résoudre ? Ici et là, nous entendons un cri. Condamnés de toutes les causes, unissez-vous. Vous n'avez rien à perdre que vos chaînes. Il pourrait alors être tentant de donner une valeur constitutionnelle au principe de prohibition de la reformatio in pejus. Mais cette aspiration devrait se soumettre aux enjeux de la procédure et à celui auquel elle s'applique. La fiction juridictionnelle d'une part, la réalité personnelle d'autre part.
J'entends les voix de ceux qui estiment que la plénitude de juridiction s'opposerait à l'interdiction de l'aggravation du sort du requérant. À l'instar du pourvoi en révision ou de l'opposition, le juge de renvoi serait libre de tous ses mouvements. Sauf à ce qu'elle soit partielle, la cassation consiste en une simple mise à néant de la décision censurée. Le juge de renvoi a les mêmes pouvoirs que celui qui a été initialement saisi. La compétence de cette juridiction est exclusive, la précédente ayant été dessaisie. Elle serait ainsi libre de prononcer une peine supérieure à celle retenue par la première cour. Le juge de renvoi apprécie les demandes et les moyens nouveaux au moment où il statue tant en fait qu'en droit. Il dispose à cette fin d'une large liberté d'appréciation, tant sur le choix des preuves que sur la constatation même des faits. Sa plénitude de juridiction serait dès lors incompatible avec la limitation de la peine encourue. Mais cette logique ne repose-t-elle pas sur un mythe ? Car le juge de renvoi est nécessairement lié par la cristallisation de sa saisine. Le périmètre de la cassation dépend de la qualité du demandeur, de sa volonté, de son intérêt. L'affaire est alors dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites résultant de l'acte de pourvoi. Il en résulte que les chefs de dispositif non contestés devant la cour de cassation sont définitifs et ne peuvent plus être révoqués. En d'autres termes, la cassation n'est jamais totale, sauf à ce qu'elle le dise expressément. L'autorité de chose jugée de l'arrêt cassé est donc à géométrie variable. Archimède disait « Donnez-moi un point d'appui, et je soulèverai le monde ». C'est peut-être sur cette décision tant critiquée que le prévenu pourrait tenter de s'appuyer pour que son sort ne soit pas aggravé. En toute hypothèse, on ne saurait faire fi de la réalité personnelle du condamné. Car au fond, de quoi l'aggravation de son sort est-elle le nom ? Se résoudre à l'échelle des peines serait trop simple. Pour la jurisprudence, seule doit être prise en compte la durée de la peine prononcée, indépendamment de ses modalités d'exécution. Un tel postulat laisse songeur. Que le juge d'appel ne puisse retenir un chef de prévention qui a été écarté par le premier juge, soit. Mais il est surprenant que ces comptes d'apothicaire permettent au juge d'appel de transformer une peine prononcée avec sursis simple en une autre avec mise à l'épreuve. À l'inverse, le juge pénal ne peut pas prononcer une amende nouvelle, alors même qu'il réduirait la durée de l'emprisonnement. Il ne peut pas davantage substituer à une peine d'emprisonnement ferme une autre, plus longue, mais assortie du sursis. L'interdiction de l'aggravation du sort du prévenu ne serait-elle pas un cadeau empoisonné au justiciable ? Cette question se pose avec d'autant plus d'acuité que s'applique le principe d'individualisation de la peine. Vous l'avez consacré sur le fondement de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il revêt à ce titre une valeur constitutionnelle. C'est la possibilité pour le juge de moduler la peine infligée en fonction des faits, mais aussi de la personnalité et des mobiles de celui qu'il doit juger. Car personne ne peut se résoudre au syllogisme parfait de Beccaria, car un jugement n'est pas une démonstration mathématique. Dès lors, le juge doit prendre en compte son comportement pendant l'instance, ainsi que les efforts faits en vue d'une réinsertion. Et ce principe doit jouer tant en faveur du condamné qu'à ses dépens. Comment sanctionner sinon les récidives en cours d'instance ou le reniement de ses regrets ? De tous ces détails qui, substantiels ou non, fondent la personnalité de leur auteur, il faut en assurer la plus juste sanction. Monsieur le Président, Madame la professeure, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les secrétaires, Mesdames et Messieurs. Le procès de Chabert, Derville n'en veut pas. Trop long, trop cher, trop hasardeux. Il conseille aux morts de transiger avec sa veuve. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, pense-t-il. Mais les transactions sont vaines, car le héros balsacien comprend très vite la noirceur de l'âme humaine. Écœuré par les manœuvres de son épouse, il choisit de renoncer à tout, son procès, sa vie et jusqu'à son nom. Il se retire pour le restant de ses jours dans un hospice de vieillards, anonyme parmi tant d'autres. En abjurant son recours, il a tourné le dos à la justice. Il l'a empêché de remplir son office.
Son renoncement fut mortifère, car plus que la vie, il a perdu ce qu'il avait de plus cher, le fragile espoir d'obtenir justice. Vous rejetterez. Je vous remercie.